Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 5e rendez-vous 0% complexé et 100% convivial des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café, car tout bon moment commence par un café. Pour chaque émission, nous accueillerons des invités, experts dans leur domaine, pour nous parler de leur histoire, leurs projets, leur vision sur les enjeux qui nous concernent. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Christophe Genin et Pierre-André Métifieux. Je vous invite à les rejoindre sur le plateau. Jingle. Bonjour, Pierre-André Métifieux, bonjour. Bonjour. La société Métifieux, carrosserie, mécanique, voiture neuve et location. C'est une société qui existe depuis 1891. J'ai demandé si ce n'était pas une erreur. C'est rare de voir des sociétés aussi anciennes sur notre territoire. 50 collaborateurs aujourd'hui, 2 sites, un à Briffaut depuis 2006 et un en centre-ville. Est-ce que tu veux compléter par quelques mots ? Tu as tout juste. Effectivement, je co-dirige l'entreprise avec mon cousin Stéphane. On est la 5e génération à la tête de l'entreprise familiale qui est basée historiquement à Valence. 5e génération. Ouais. Tu as ton papa encore dans la société ? Mon papa est à la retraite, nous accompagne encore un peu, mais il est officiellement à la retraite. D'accord. Christophe Genin, bonjour. Bonjour. Presque aussi ancien, mais 1930. Un peu plus jeune. Un peu plus jeune, 1932. Oui. On n'était pas nés. Le groupe Genin Automobile. Non. Présent sur Valence, Montélimar, Bourg-de-Péage, Aubenas et Sablon. Et c'est les concessions Audi, Skoda, Seat, Cupra et Volkswagen. Et aujourd'hui, 180 collaborateurs. Ouais, c'est ça. On a la chance de distribuer les marques du groupe Volkswagen donc dans son intégralité sur la région. C'est plutôt local, pareil, entreprise familiale. Où mon arrière-grand-père a fondé ça en 1932. Donc, c'était ton grand-père ? Mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Donc nous sommes la 4e génération. Donc, je co-dirige avec mon frère, qui est le directeur général, et mon père a également pris sa retraite, puisque à 60 ans, il a estimé que l'entreprise pouvait être filiée, et on en est ravis. D'accord, bon, tu nous en diras un petit peu plus. Parfait, maintenant que je sais avec qui on va boire un café, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question à 1 million. Jingle. Alors, la fameuse question à 1 million, est-ce que vous croyez que vous allez les gagner si vous répondez bien ? C'est peut-être ça ? 1 million de quoi ? Moi, à mon avis, elle doit être dure. Elle doit être dure, ouais. Alors justement, vous avez plusieurs points communs, dont un, c'est des entreprises familiales. Et ma question, c'est comment on gère et comment on transmet une entreprise familiale ? Alors, il y a deux petites questions. Vous avez déjà été dans la transmission. Et vous travaillez encore en famille. Moi, je pense que la question la plus facile, c'est la transmission. Parce que quand vous avez une entreprise familiale, il y a forcément une envie de transmettre, une volonté du dirigeant actuel à ne pas s'approprier l'entreprise. Et du coup, ce n'est pas quelque chose de difficile, la transmission. Tu es rentré dans la société, dans le groupe ? J'y suis rentré en 92. Tu avais quoi ? J'avais une vingtaine d'années. 71, j'avais 21 ans. Donc, c'est pas quelque chose, ça n'a pas été quelque chose de compliqué. Mon père avait reçu de mon grand-père et ça fait partie des gènes de l'entreprise. Après, la direction, ça peut être des fois un petit peu plus difficile. Pour une entreprise familiale, ça fonctionne si l'entreprise passe avant tout intérêt personnel et tout intérêt propre. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Si ces valeurs-là sont respectées, je pense qu'on est capable, en bonne intelligence, de trouver sa place et puis d'avancer. Une transmission facile, réussite, et une gestion plus complexe. Après, la gestion, elle se fait en fonction des personnes qui sont dans l'entreprise, bien sûr, et de l'ambiance familiale. Mais c'est vraiment, une entreprise familiale, elle perdure que si l'intérêt de l'entreprise est porté en premier. Ok. Et toi, Pierre ? Je suis d'accord avec ça. Sur ces deux faits. Déjà entreprise familiale depuis plusieurs générations, donc la transmission, elle a déjà eu lieu plusieurs fois. Donc c'est dans les valeurs de l'entreprise, comme tu disais.
Et moi, ma position, elle est assez claire, c'est que moi, je travaille pour la personne morale Métifio. Aujourd'hui, avec mon cousin, on est les représentants légaux, mais on s'estime voilà, pas les patrons comme on serait les créateurs d'une entreprise. Et donc ça, voilà, c'est encore une fois les valeurs qui nous ont été transmises. Et sur la direction, je te rejoins aussi. Il suffit pas de s'appeler Métifio ou Genin pour diriger l'entreprise Métifio ou diriger l'entreprise Genin. Et donc ça, effectivement, c'est un peu plus complexe. Il faut trouver sa place. Et ça se fait après avec de l'intégration. En tout cas, moi, ça a été mon parcours. Et voilà, aujourd'hui, moi, diriger l'entreprise familiale avec mon cousin, c'est absolument pas un poids. Et c'est pas du tout une pression. Tu travailles avec ton cousin, il y a d'autres personnes de la famille? Bien sûr, il y a ma cousine Marie, mon cousin Émile, mon petit cousin Émile, on va dire, le fils de Stéphane aussi, et mon papa encore, donc qui ont des rôles dans l'entreprise importants, tout à fait. Et toi, Christophe, de ta famille? Et moi, j'ai gardé mon frère qui travaille avec moi. J'ai ma cousine Virginie qui s'occupe de la formation et de l'intégration, du financement, et ma cousine Catherine qui est secrétaire. D'accord. Donc chacun a un rôle bien défini dans l'entreprise. Et est-ce que c'est ça qui est la clé de la réussite, qui facilite une gestion familiale? Des clés, il y en a beaucoup. Je pense la première clé, c'est déjà d'avoir qu'un patron, parce qu'on ne peut pas se permettre de se contredire, parce que le nom fait qu'on a de l'influence au niveau de nos collaborateurs. Donc il faut forcément qu'on ait un discours commun, et puis qu'on soit sur la même ligne, et que la prise de parole, elle soit claire. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, non, les choses se font assez naturellement. Si chacun respecte la place de l'autre et trouve sa place dans l'entreprise, et qu'on lui laisse le droit de parole ou le temps de parole, et qu'on sache s'écouter, non. Je dirais, il y a même des côtés positifs. C'est que ça rassure de travailler en famille, en fait, parce que la confiance dans un collaborateur, elle est compliquée à obtenir. Donc, soit on la donne facilement et elle nécessite des contrôles. En famille, on n'a pas ce problème-là. La confiance, quand on décide de travailler ensemble, elle est d'ores et déjà acquise. C'est plus rapide. Et c'est rassurant. Clairement, ouais. Tout à fait, tout à fait. Après, effectivement, en fonction des compétences de chacun et puis des affinités de chacun, à prendre des responsabilités ou pas. Donc nous, effectivement, on travaille avec Marie, ma cousine, ou mon petit cousin Émile. C'est sûr que c'est des liens qui sont tout particuliers. Et nous, on arrive à faire la différence entre la relation perso et la relation pro. Mon oncle et mon père, qui sont pas loin de nous, qui ont plus de rôle dans l'entreprise officiellement, voilà, ils sont là aussi pour nous rappeler un peu le cadre et les valeurs dans lesquelles il faut qu'on travaille. Et après, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est que dans notre comité de direction, on est allé chercher d'autres personnes dans l'entreprise, parce qu'on avait besoin aussi de donner cette image que voilà, il suffisait pas, en tout cas, on pouvait donner des chances à des collaborateurs de prendre des responsabilités importantes sans forcément avoir un lien de famille avec l'entreprise familiale, quoi. C'est intéressant d'intégrer une entreprise familiale, parce que si vous êtes curieux, toutes les portes vous sont ouvertes, comme d'ores et déjà la confiance existe. Donc on apprend vite, on se nourrit vite, et je pense qu'on est capable d'intégrer de bonne manière assez bien, et puis d'être assez facilement reconnu. Ce qui est plus difficile, c'est le changement de génération. C'est-à-dire qu'au travers de nos postes, moi j'ai dû travailler avec des personnes qui avaient embauché mon père. Du coup, ça, c'était quelle année à peu près, ce changement? La période 92. Au départ, tu prends un poste. Moi, j'avais commencé comme vendeur, donc c'était un poste simple. Après, j'ai étendu mes fonctions au niveau de la direction des ventes. Et ça m'a permis de connaître un peu plus. Mais tu as une période de 10 ans qui est une période d'intégration dans l'entreprise, et qui est une période où c'est plus compliqué de prendre des responsabilités, parce que tu as affaire à des employés qui ont été embauchés par ton père. Et puis finalement, tu commences à construire tes équipes, tu commences à embaucher des personnes. Et quand tu embauches des personnes, tu crées quelque chose de nouveau, tu apportes ta patte. Et c'est de plus en plus facile si tu as les capacités à maîtriser le périmètre de ton activité. Tu emmènes ta génération avec toi. Il faut une dizaine d'années. d'années. Moi, j'avais vraiment vécu ces deux phases-là. Et toi, Péa, quand est-ce que tu as pris la direction? Alors moi, c'est tout récent, hein, c'est de avril 2022, officiellement, l'association avec Stéphane. Après, j'ai eu la chance de prendre des responsabilités depuis quelques années déjà. Moi, j'ai intégré l'entreprise familiale en 2008 et j'ai commencé à travailler chez Sixt. Donc j'ai une chance inouïe de développer cette activité sur Valence. Et puis je suis remonté, moi, à la carrosserie à Briffaut en 2015. 2015. Voilà. Et tout à l'heure, juste pour info, 2006, installation à Briffaut. Oui. Et avant, c'était celle qui était avenue Victor Hugo? Tout à fait. Tout à fait. Je pensais que ça faisait plus longtemps que vous aviez bougé de l'avenue Victor Hugo. Parce que historiquement, ça a toujours été là-bas. Avant, on a eu deux autres locaux, rue Berthelot notamment, rue des Alpes. Mais ça, c'était des époques dans les années 1900-1930. Okay. Victor Hugo, 55, je dirais. Okay.
Mais Et à l'époque, c'était la campagne, hein, c'était le Mm. brief d'aujourd'hui. Hein, c'était... Ouais. On parlera du territoire tout à l'heure. Mais donc, si je retiens bien, finalement, travailler en famille, c'est une force. Alors, des fois, on pourrait croire que travailler en famille, c'est toujours un peu compliqué parce que. Au-delà d'une force, moi, c'est une fierté, vraiment. Ouais. Et moi, c'est une vraie fierté de travailler dans l'entreprise familiale, d'avoir eu la confiance des générations d'avant, d'avoir la confiance, comme tu dis, des collaborateurs, où les patrons changent et puis voilà, les personnes avancent aussi avec nous. Moi, je vois vraiment ce côté-là. Et encore une fois, mais je ne le vis pas du tout comme une pression, c'est pas du tout un poids. Pas de pression de réussir ce que l'arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père a commencé. On dit souvent que c'est la troisième génération qui détruit une entreprise, c'était passé, donc on était plutôt serein. Mais Ouais, c'est ça. T'es dégagé de tout ça. ouais. Non, moi je trouve ça assez rassurant de travailler en famille. Après, par contre, Il a fallu 10 ans pour avoir ce sentiment-là. non, le sentiment, tu l'as assez vite. Après, ta position dans l'entreprise et la confiance dans l'entreprise, il a fallu une dizaine d'années pour ma part. Mais non, par contre, on reste quand même très conscient de l'entreprise. C'est-à-dire que la filiation qui a été possible avant, elle sera peut-être pas possible demain. Donc, moi, je suis pas attaché à transmettre l'entreprise à mes enfants. Je suis surtout attaché à la pérennité de l'entreprise et à ce qu'elle s'adapte au monde dans lequel elle est. Donc, bien sûr que je suis attaché à mon entreprise, je suis attaché à son histoire, mais je suis très conscient des enjeux. Et demain, ce serait peut-être pas mes enfants, où on aura peut-être la faculté, il faudra peut-être vendre l'entreprise pour son bien, parce que derrière, on a des collaborateurs et on porte cette responsabilité-là aussi. Et Donc, la filiation n'est pas une fin en soi. Vous commencez à réfléchir déjà à la transmission? C'est quelque chose auquel on pense assez tôt. Après, c'est une question d'âge, je pense, Pierre, un peu Non, moins que moi, mais... C'est pas que j'ai envie d'arrêter, mais pour le coup, là, moi, là, pour le coup, ça me perturbe un peu, ça, effectivement. Il ne faut pas que ça soit un cadeau empoisonné, l'entreprise familiale. Et puis, pour le coup, voilà, nous, on veut que l'entreprise perdure. Alors, nous, le travail qu'on fait, c'est que aujourd'hui, l'entreprise Métifio, elle est connue par la carrosserie, la mécanique, etc. Est-ce que demain, ça sera autre chose? Pourquoi pas? Ça, pour le coup, on a moins de freins qu'à une époque. Mais moi, aujourd'hui, j'ai cette pression de me dire, bah voilà, dans 20 ans, dans 30 ans, où on sera, quelle sera la responsabilité des personnes qui ont un lien avec la famille. Voilà, faut pas que ça soit un cadeau empoisonné, quoi. Tu te demandes où tu vas emmener l'entreprise pour un jour peut-être la transmettre. Moi, je sais où je veux l'emmener. Après, je veux pas, encore une fois, que ça soit quelque chose de subi pour les générations suivantes. C'est tout. Okay. Et ça, après, ça se fera le moment venu. On a encore du temps. Mais voilà, pour le coup, c'est très important pour moi, ça. Ok. Bon, je suis content de voir que c'est plutôt une réussite. Parce que des fois, pour discuter avec d'autres entrepreneurs, ils se demandent s'ils vont le transmettre un peu, mais ça s'est pas forcément fait avec autant de facilité. Et travailler en famille, c'est pas tout le temps autant facile. Après, la question, c'est à partir de quand on estime qu'une entreprise est familiale. C'est là où c'est compliqué. Ça peut paraître simple, mais finalement, pas tant que ça. Est-ce que, enfin voilà, beaucoup d'entreprises ont un capital 100% familial, mais depuis simplement une génération. Est-ce que c'est une entreprise familiale comme nous, on la voit? Je ne suis pas certain. Donc nous, voilà, 3e, 4e transmission, là, il y a des vraies valeurs et ça répond à d'autres codes qu'une entreprise qui a été créée dans les années 2000, quoi. Et c'est là où nous, on a des forces qui sont un peu différentes. Ouais, mais on voit beaucoup dans les transmissions d'entreprises qui se depuis un moment, derrière, ça travaille en famille parce qu'il y a plusieurs enfants ou il y a des cousins, ou dans le cas où vous êtes retrouvés. Et des fois, ce n'est pas tout le temps simple de ce que j'entends, je pense, dans quelques entreprises, de travailler avec un frère ou avec un cousin qui n'a pas la même responsabilité, qui n'a pas la même vision. Mais au contraire, j'ai l'impression que vous en tirez une force. Je pense que chaque membre de la famille a su trouver sa place et respecte le travail de l'autre et dans une capacité à bien dialoguer pour avoir qu'un chemin. Okay. Quand les égos sont trop forts et que les chemins sont différents, c'est là où c'est compliqué. Ouais. Et vous mettez avant tout la société et pas l'entreprise familiale. Ça, c'est important. Merci en tout cas de m'avoir fait part de votre vision sur ce sujet. Maintenant, on va voir si vous êtes inspiré sur d'autres thèmes. Jingle. Alors, la question d'actu. Je vais vous montrer 2 petites vidéos et puis après on pourra échanger sur le sujet. C'est un deuxième point commun que vous avez tous les deux. On regarde la vidéo 1. Pour nous, une voiture, en moyenne, elle devrait être 300 kg plus légère que la voiture actuelle, sans considérer la batterie. Elle devrait avoir une batterie de taille modérée. D'ailleurs, on propose au Shift de limiter réglementairement la taille des batteries.
une voiture aérodynamique, donc pas un SUV, donc plutôt une voiture qui ressemble à une berline profilée. Et une voiture raisonnablement équipée, pas forcément un écran digital qui fait toute la largeur de la planche de bord, pas des sièges massants, chauffants, réfrigérés, etc., etc. C'est votre deuxième point commun, c'est tout ce qui roule avec 4 roues. Hein. Vous n'avez pas de 2 roues, hein, ou pas encore? Si, nous Si. on vend des scooters électriques Si. avec une marque qui s'appelle Seatmo. D'accord. Mais quand on voit ça, comment est-ce que vous imaginez la voiture de demain? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous vous préoccupez pour prendre vos décisions d'aujourd'hui? Là, vous allez emmener votre métier ou on suit plutôt le marché, la voiture de demain? Alors, c'est plus large que ça en fait. On va plus parler de voiture, on va parler de mobilité en général. Est-ce que la voiture va être partagée? Est-ce que la mobilité sera peut-être différente selon les endroits et les zones où on va faire? On sent déjà l'appétence des nouvelles générations différentes pour la voiture. Le sujet, il est bien plus large que l'automobile, savoir si on va avoir des sièges massants ou pas, comme le disait le monsieur dans le reportage, mais on n'en est pas là, quoi. Ouais. Après, par contre, nos clients sont habitués à quand même un certain confort, et je pense qu'on n'est pas prêt à abandonner et notre confort et la facilité à utiliser l'automobile aujourd'hui, Oui. qui est un frein au développement de l'électrique. Ouais. Je ne sais pas si on peut parler d'un idéaliste. Je ne sais pas si vous, The Shift Project, je ne sais pas si ça vous parle sur la transition énergétique. C'est tout un concept, ils ont travaillé dessus. Et effectivement, la mobilité en fait partie. PH, je crois que vous travaillez pas mal maintenant la voiture électrique avec la marque Tesla. Voilà, et on a différents métiers pour justement répondre à tous les besoins de mobilité. D'où la location, voilà. Et nous, oui, forcément, ça guide notre vision. Et moi, ce que ça fait ressortir, c'est notre savoir-faire. C'est la technicité qu'on a pour réparer des éléments, leur prolonger leur durée de vie. Et là, ça fait sens. Et ça fait écho aux 4 générations qui étaient avant nous. Cette notion de réparation, de renouvellement, voilà, de durée de vie des véhicules. Et nous, aujourd'hui, stratégiquement, on appuie là-dessus. Et aujourd'hui, voilà, on veut vraiment mettre la main-d'œuvre au centre de notre chaîne de valeur, quoi. C'était quoi la voiture en 1891? Nous, on faisait des roues de charrette. Donc voilà, on était charron, voilà, avec des poinçons métifiaux au centre. D'accord. T'en as encore? On sait que quelqu'un en a une famille à Chabeuil, et on essaie de les convaincre depuis plusieurs années de leur acheter, et voilà, on a l'espoir d'y arriver, mais c'est pas encore fait. Une petite question, l'efficacité, elle est remise, l'efficacité énergétique est remise en question. D'ailleurs, dans vos entreprises, est-ce que vous avez pris les dispositions pour consommer moins de carbone? On en avait un petit peu discuté. Je crois que tu as étalé ton temps de travail pour ne pas faire chauffer une cabine toute la journée, ou enfin 3, et peut-être en commençant plus tôt et en finissant plus tard. On a subi, nous, comme beaucoup de PME, l'inflation sur l'énergie il y a un peu plus d'1 an. Et voilà, donc ça nous a contraints à réagir. Au final, c'est une bonne nouvelle, parce que pour le coup, on a mené plein d'actions, et nos consommations de gaz, on les a fait chuter de 2 tiers quand même, donc plus de 70%, c'est énorme. Aujourd'hui, le gaz, nous, on l'utilise pour chauffer l'atelier, évidemment, et aussi pour les cabines de peinture. L'électricité, on a baissé de 15%, on pensait déjà être au maximum, parce qu'on était en LED, parce qu'on avait automatisé plein de choses. Finalement, on en avait sous le pied, et maintenant, on est sur le sujet de l'eau aussi. Donc voilà, on a réussi à informer nos collaborateurs sur les enjeux, à les former, à investir, parce qu'il fallait investir pour changer de méthode de travail. Et pour le coup, voilà, on a le sentiment qu'on a réussi à engager nos collaborateurs dans cette économie, donc c'est top. Oui, parce qu'on a tous pris une augmentation du coût de l'électricité, le coût de l'énergie. Vous avez pris un coup il y a 1 an. Là, cette année, cet été, c'était l'eau. C'était un vrai enjeu au-delà du prix, mais de consommation. Restriction. Restriction, on ne peut plus laver les voitures. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de sujets, vous vous adaptez, vous trouvez des choses. Et nos collaborateurs nous attendent là-dessus finalement, de façon peut-être un peu indirecte, mais quand l'entreprise leur apporte ce genre de solution, ils ont le sentiment que au travail, ils font leur part. Et ça, c'est vertueux, et je trouve que ça a du sens. Et c'est aussi maintenant notre rôle d'entrepreneur de leur apporter ces outils-là, quoi. Toi, Christophe, c'est des sujets... c'est un sujet très très présent. L'entreprise, elle a vraiment une vocation sociale. Donc, elle fait partie du monde, elle fait partie d'un écosystème. Cet écosystème, on doit le respecter. Et au-delà même de la volonté de transmettre une belle image, c'est une responsabilité.
Donc effectivement, le gouvernement nous le dit d'abord parce qu'on a des obligations, c'est-à-dire qu'on est une taille d'entreprise où on est souvent soumis au décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est 2030, une réduction de plus de 40% des émissions de CO2 émises par les entreprises. Donc on mesure le CO2 au mètre carré tous les ans, on en tire des statistiques, on en tire des plans d'action. Là, on a sorti l'année dernière notre premier parc de photovoltaïque, donc on produit 250 000 kW par an sur 1200 mètres carrés. En 2024, on a le second. Mais effectivement, on s'est engagé dans cette démarche, on se le doit, c'est obligatoire. Ouais, pour les collaborateurs. Et les clients, est-ce que... Bon, après, tu commercialises des marques que ce n'est pas toi qui les construis, mais est-ce qu'ils sont sensibles à ça? On ne le fait pas pour les clients aujourd'hui. Ouais. On le fait parce qu'on... Enfin, à notre niveau, moi je le fais parce que ça fait partie de nos responsabilités, on veut le faire. Mais non, moi, je n'ai pas de sensibilité client pour ça. On communique d'ailleurs très peu dessus. Donc c'est intéressant au niveau de la communication interne, c'est intéressant en termes personnellement, mais c'est ce qu'on voudrait aller chercher. Et puis financièrement aussi, mine de rien, ça fait partie de l'ordre des choses. Il faut qu'on atteigne plus de responsabilités écologiques, il faut qu'on soit moins dépendant des énergies, et notamment des énergies fossiles. Du coup, vous êtes en train de transformer vos outils de travail, une concession, une carrosserie. Ça sera comment demain? Comment elle sera la concession? Ce sera plus petit, elle est vendue sur Internet. Comment on s'organise pour répondre à ces enjeux écologiques et économiques? Ouais, je pense qu'elle sera plus petite. Je pense qu'on centralisera peut-être des pôles d'activité sur certains lieux, mais peut-être moins chronophages en termes de surface. Et puis avec des bâtiments plus responsables, avec de l'indépendance énergétique. C'est les enjeux vers lesquels on va, oui. Et sur une carrosserie, en moment, on peut pas... Une cabine, ça, il faut y rentrer une voiture, on ne peut pas dire... Ouais. Je reviendrai juste sur un truc, sur la relation clientèle vis-à-vis de notre stratégie RSE. Moi, j'adorerais que les clients choisissent, ils le font déjà pour la nourriture, etc., qui puissent le faire pour des métiers de service. Mais tu le ressens? Non, mais j'adorerais que ça soit un élément différent. Aujourd'hui, ils regardent les 5 étoiles sur Google, mais pour l'instant, ils ne vont pas chercher notre capacité à pouvoir... Je suis d'accord. Mais ça viendra. Ça viendra. Et voilà, moi, ça serait génial si on pouvait avoir cet élément différenciant pour le client. Mais ça le viendra comme moi avec mes clients. On commence tout juste à me demander des bâtiments, combien ça consomme. Mais c'est très peu un sujet. Et sur les autres émissions, on avait Prodeval, on avait Timothée Kwan, qui se posent ces questions-là et de construire ces bâtiments et de faire des choix avant tout écologiques qu'économiques. Mais nous, c'est un sujet, le DPE, quand on vend ou quand on loue un bâtiment, c'est un sujet qui arrive qu'à la fin. Malheureusement, c'est très peu. Donc ça correspond aussi à ce que tu dis. On aimerait bien que ça devienne un plus sujet. Ça y est, c'est en train d'arriver. Parce qu'il y a le décret tertiaire, on a des obligations. Donc on commence à s'emparer du sujet. Ça arrivera certainement sur la voiture. Nous, sur la carrosserie, je sais pas, on change une porte, ça vaut 1 000 € et ça coûte, je sais pas, 50 kg de carbone. Je la répare, monsieur, ça va vous coûter peut-être 1050 parce que techniquement, ou 1200, mais ça dépensera que 2 kg de carbone parce que voilà, la porte, elle sera pas produite, elle sera pas transportée, etc. Donc nous, aujourd'hui, on a cette appétence-là parce qu'on baigne là-dedans. Et moi, j'adorerais que ça soit un sujet pour nos clients qui nous interrogent là-dessus. Et pour le coup, on n'y est pas encore. Après, il faut qu'on s'y prépare parce que ça peut vite venir. Parce qu'on a des grosses casses qui sont dans le coin. Est-ce que déjà, quand on répare une porte, est-ce qu'on met de l'occasion ou non le constructeur impose de mettre une porte neuve? Tout dépend du choc déjà. Donc, pour le coup, tout n'est pas réparable, clairement. Si ça l'est, il n'y a pas un frein de la marque par exemple de Volkswagen qui dit non, vous mettez du neuf? Non, je pense que chacun a sa place. Après, aujourd'hui, nous, on a la possibilité de réparer avec une pièce d'occasion. Ça fait partie de nos obligations, mais c'est clairement pas la stratégie de départ du constructeur et c'est pas quelque chose qu'on met en avant aujourd'hui. Oui, on te l'impose pas ça, c'est toi qui va le faire. C'est un service de plus qu'on propose aux clients pour essayer aussi de répondre aux besoins budgétaires. Mais c'est pas une priorité du constructeur. Ok. On regarde la deuxième vidéo. Nous n'avons pas le choix. Atteindre l'objectif zéro carbone en 2050 en passera forcément par un changement de nos habitudes de mobilité. Le recours au transport en commun, au covoiturage, au vélo
ou à la voiture partagée pour tous ceux qui le peuvent, sont les usages qu'il nous faut adopter. Alors, qui, de la voiture ou du conducteur, va changer le premier ? Ça, c'est déjà des questions que tu as Ouais, dit, le vrai sujet. On Donc, l'a déjà un peu abordé. tu l'as déjà. Mais En fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que néanmoins, les constructeurs font les marchés. Donc, ils ont quand même des obligations qui sont dictées par les gouvernements. Le véhicule électrique pèse 15%. En 2028, il va peser 50% du marché. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je pense que le consommateur va s'adapter à ça et c'est à nous de lui rendre la vie plus facile au travers des infrastructures, au travers de nos activités, de la manière dont on peut l'accueillir, la manière dont on doit repenser la voiture. Donc, non, le consommateur va plutôt s'adapter parce que le constructeur va lui fournir des véhicules électriques. comment vous préparez cette transition? Parce qu'on va forcément y arriver à un moment avec effectivement la voiture électrique. Parce que, comme tu le dis, on le subit un petit peu parce que les constructeurs nous emmènent là-dedans avec le gouvernement. Comment tu fais de la mécanique aussi quand il n'y aura plus une voiture électrique, ça ne s'entretient pas de la même façon qu'une voiture thermique. Il y a des gens qui ont été formés sur du thermique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils retournent à l'école? Nous, sur notre secteur d'activité, je ne pense pas. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un véhicule, c'est une dizaine d'années en France. Il a déjà été rallongé depuis 2-3 ans avec Ouais, on est à 14 ans aujourd'hui, Ouais. effectivement. Ouais. La durée d'un véhicule? Ouais, l'âge moyen d'un véhicule, en France, les gens roulent à peu près 13 000 km par an et l'âge moyen d'une voiture, c'est 14 ans. Et moi, ce que je pense, c'est voilà, on n'a pas une boule de cristal, mais je pense que cette durée de vie va se rallonger. Et nous, notre notion de réparateur, d'entretien mécanique de ces véhicules-là, encore une fois, qui correspondent à des besoins, à des usages qu'on a aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas rouler en véhicule électrique demain matin, c'est pas possible. Voilà, nous, notre place, elle sera, je pense, là, sur cette partie de ces véhicules-là, qui vont avoir une durée de vie poussée. Et voilà, nous, on apportera ce service pour ces clients-là. D'accord. La transition dans les ventes de véhicules, elle va arriver vite parce que l'offre, elle va être rapide. Par contre, le temps de changer tout le parc automobile, ça va nous laisser encore un peu de temps. Donc on va pouvoir, nous, je pense, s'adapter en douceur à cette transformation et savoir préserver un savoir-faire et les équipes pour ça. Tu as dit 50%, alors qu'on est à quoi? 15% aujourd'hui? 15% aujourd'hui, 50% en 2028. 2028, dans Ouais. 5 ans. Ouais. En Suède, chez Volkswagen, à partir du 1er janvier 2024, ils ne vendent plus que des véhicules électriques, ils arrêtent le thermique. Et chez Sixt, en 2030 en France, 90% de la flotte 100% électrique. Mais pour le coup, ça répond vraiment à un domaine d'activité bien particulier, location courte durée, etc. Ils sont en lien fort avec les constructeurs, donc ils doivent suivre cette politique-là. Donc nous, c'est les chiffres qui nous sont communiqués. Oui, parce que on parle de pourcentage de voitures vendues, mais peut-être que demain, il se vendra moins de voitures parce qu'on va se déplacer de façon différente. Et du coup, comment vous vous adaptez sur vos marchés? Peut-être que tu vendras moins de voitures. Il faudra quand même toujours en réparer autant. C'est compliqué de se projeter en fait parce que on le voit rien que dans les dernières années qui viennent de s'écouler. On n'aurait jamais pu imaginer la transformation qu'on a pu vivre ces 3 dernières années. Ce qui est intéressant, c'est de voir la capacité de résilience des réseaux et des entreprises et de leur capacité à bouger pour pouvoir vivre ces époques-là. Ce qui, personnellement, me rassure sur notre capacité à affronter le futur. Mais il ne faut pas se leurrer. La transformation, elle arrive à grands pas et elle arrive très, très vite. Donc, l'agilité d'une entreprise, elle doit être mise en premier point. Parce que celui qui est capable de faire un plan à 5 ans, je le félicite, moi j'en suis incapable. Ouais. En même temps, à 5 ans, quand tu dis 2028, c'est à 50%, il va quand même falloir adapter vos outils de travail. C'est là où il faut être agile, c'est là où il faut avoir une capacité d'investissement aussi. C'est pour ça que nous, on souhaite grossir pour avoir cette capacité de réagir en fonction des choix qu'on devra faire et des politiques d'investissement qu'on devra mener pour atteindre les objectifs qu'on se sera fixés, quoi. Mais pour le coup, pareil, on sait sur quoi on veut s'appuyer. Nous, c'est vraiment le savoir-faire, c'est la main-d'œuvre, c'est la réparabilité. Après, où est-ce que ça nous mènera dans 10 ans on reste une petite PME, donc c'est compliqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est que toutes les opportunités qu'on peut saisir aujourd'hui, il ne faut pas les rater. Il faut être curieux, il faut savoir adapter. La réparation des batteries est un enjeu. Les différentes sources de mobilité sont des enjeux aussi. Il faut savoir essayer les cordes aujourd'hui pour savoir lesquelles on va retenir demain et pas perdre de temps parce que ça va se transformer extrêmement vite.
Est-ce que vous allez vendre de moins en moins de voitures ou le développement qu'a le groupe Non, je Geneuf pense fait que qu'on vendra toujours Je autant? pense que il faut bien distinguer la vente et la réparation. C'est-à-dire que la vente, même si elle change, ça ne changera pas trop notre business model. Parce qu'une marge sur une voiture électrique, c'est une marge sur une voiture thermique. On a Constructeur, on a à peu près quelque chose d'équivalent. C'est surtout la transformation du parc qui, elle, va prendre beaucoup plus de temps, qui va nous transformer. Mais là, on a plus de temps pour s'organiser. On a le temps de l'appréhender. Oui, c'est ça qui dit sur 5 ans, tu as le temps de t'organiser Oui. et que ça ne sert à rien de taper trop de plans et de tout modifier demain. Non, et puis on le voit, l'organisation sociale ou les attentes des gens aujourd'hui, elle est difficile, ça demande du dialogue. Le management que tu pouvais avoir dans les années 50, c'est pas le management que tu as aujourd'hui. Donc tout se fait par le dialogue, il se fait pour rassurer les collaborateurs, il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc c'est une transformation qu'on ne peut pas opérer trop rapidement. Donc c'est une transformation explicative. Ouais, bravo, parce que vous subissez pas ça. Tout à l'heure, vous m'avez surpris en disant c'est avant tout l'entreprise et les collaborateurs quand vous parlez de transmission. Et là, aujourd'hui, OK, le marché, il évolue, c'est une chose, mais on ne va pas tout casser pour s'adapter au marché, mais on va surtout sauver nos entreprises et nos collaborateurs. Ça, c'est une belle vision. On va adapter l'entreprise et préserver les collaborateurs, oui, c'est sûr. Ouais. Et toujours d'actualité, vous m'avez pas répondu, vous m'avez pas questionné sur le recrutement. C'est un sujet dans vos boîtes aujourd'hui. Moi, j'entends souvent parler, et même quand on recherche du bâtiment, le recrutement, on cherche des bâtiments pour des gens parce qu'ils ont une problématique recrutement et pour essayer d'y répondre. C'est un sujet chez vous? Stratégique. Oui, c'est un sujet. En fait, on se heurte à plusieurs choses. D'abord, la capacité, avant même le recrutement, il faut savoir garder ses collaborateurs. Donc, c'est un premier changement, savoir leur proposer d'abord un plan de carrière où ils puissent se projeter, parce que nos collaborateurs maintenant, c'est une demande de cette génération de savoir se projeter dans l'entreprise, au-delà même de ses valeurs. 180 collaborateurs? Donc, Ça fait un peu de monde? Ouais, ça fait du monde. Ouais. Et avec plein de métiers différents, on est des épiciers, hein, donc Ouais. on a plein de métiers. Donc, effectivement, oui. Après, comme on a du turnover et qu'on a besoin quand même d'efficacité, il faut aussi une capacité à réfléchir les métiers et les méthodes d'intégration pour qu'elles soient les plus efficaces possibles, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps avec un collaborateur nouveau qui rentre. Et puis, effectivement, après le recrutement, on est dans une période où il n'y a pas beaucoup de candidats, donc il faut qu'on aille chercher des solutions. On travaille actuellement, notre difficulté, elle est principalement au niveau des mécaniciens, qui étaient des métiers avec peu de valorisation. Donc, c'est en train de changer. Donc, on est content parce qu'on voit que les écoles recrutent de plus en plus. On travaille aussi un programme avec Pôle emploi et une société de formation pour intégrer des personnes qui ont envie de reconversion. Donc, on crée des classes, on les intègre et on les forme en 4 mois sur de la mécanique basique pour essayer de former et d'être moteur dans le fait d'accueillir des nouveaux entrants. Donc, on a une classe qui commence au mois de novembre. On l'avait fait pour des vendeurs au mois d'avril. Donc, avec une société qui s'appelle Autoconsultant, on essaye d'avoir des projets qui nous permettent d'aller au-delà des candidatures propres qui viennent chercher encore plus de personnes. Mais oui, c'est plus qu'un sujet. Dans les métiers que tu recrutes, donc dans les métiers que tu as, et les nouveaux métiers, oui. C'est pareil, tu arrives à trouver des gens qui sont formés sur ces nouveaux métiers. On parlait tout à l'heure de voitures électriques, ça se trouve facilement, ou il y a un problème de formation? Alors c'est relativement nouveau, on a la chance d'avoir un constructeur qui est assez bien organisé là-dessus, donc on a des cellules et des capsules de formation qui sont bien faites, donc on préfère intégrer et former, parce qu'on estime que les formations extérieures, elles ne sont pas encore au niveau et elles ne sont pas adaptées à la typologie de nos véhicules, donc on s'organise plutôt pour former. Et toi, PA, quand j'ai préparé, j'avais noté 40 et tu m'as dit non, c'est 50 collaborateurs. Donc tu as recruté, je pense récemment, c'est ça? Oui, on se développe gentiment. Après, le plan de carrière, c'est la même analyse. C'est qu'aujourd'hui, quand on a des bons collaborateurs qui ont les valeurs de l'entreprise, qui ont des compétences, et ça ne marche plus comme il y a 30 ans. Ils ne vont pas faire pendant toute leur carrière le même travail. Donc pour le coup, on doit leur proposer des opportunités en fonction de leurs compétences, en fonction de leur appétence. Et c'est tout l'enjeu de grossir encore un peu, c'est justement d'offrir ces opportunités-là, de changer de métier, de passer de carrossier à agent de location chez Sixt ou inversement. Et voilà, donc on travaille beaucoup là-dessus pour les fidéliser. Et ensuite le recrutement, même enjeu. Alors nous, comme on est réparateur indépendant, on n'est pas adossé à un constructeur qui a ces modules-là de formation, donc c'est un peu plus compliqué. Mais pour le coup, nous, tu vois, donc on est une cinquantaine.
chaque année, on prend un minimum de 30 stagiaires, minimum. Et ça va du stagiaire de 3e année à quelqu'un qui est en réinsertion, un stage de découverte, etc. Donc L'alternance ? Bien sûr, l'alternance, l'apprentissage, énormément. On a 10% de nos effectifs qui sont en apprentissage, en contrat d'apprentissage. Sur tous les métiers ? Sur tous les métiers, et ça c'est culturel, hein. Chez nous c'est depuis toujours. Et voilà, ça répond à ce besoin-là de protéger encore une fois notre savoir-faire. Et voilà, on a un métier qui est noble et on a envie de le faire perdurer et on a envie de garder ses compétences en local. Okay. On se doit aussi d'intéresser plus notre personnel. C'est-à-dire qu'avant, les décisions se prenaient plutôt au niveau de la direction, ça descendait. De plus en plus, on crée des commissions de travail pour essayer de redonner du sens, toujours plus de sens aux collaborateurs dans l'entreprise et qu'ils soient partie prenante de la vie de l'entreprise. C'est important pour eux, ça fonctionne plutôt bien. Et l'écoute aussi est primordiale. Je me souviens, il y a 4 ans encore, ou 3 ans, on avait une veille salariale tous les semestres. Là, maintenant, on a une veille salariale et une veille d'écoute tous les mois au travers des entretiens individuels qu'on peut faire toute l'année pour essayer de répondre plus vite aux collaborateurs et qui sentent que c'est pas le deuxième plan de l'entreprise. Ils sont partie prenante de l'entreprise, ils sont moteurs et on se doit de leur répondre plus vite. Et le recrutement, c'est à quel rythme sur une année, de nouveaux collaborateurs ? On est en veille permanente. Après, nous, à notre taille, on a peu de turnover. Nous, l'ancienneté moyenne, elle frôle les 20 ans. Après, c'est historique. L'ancienneté moyenne. Moyenne 20 ans. Nous, on a 2 personnes là, qui partent à la retraite. Un des 2, sa première fiche de paye, c'est Métifio, quoi. Donc ça, c'est fantastique. Pour le coup, ça, c'est pas impossible aujourd'hui. C'est plus compliqué. Mais voilà, tu parlais de l'intégration tout à l'heure, des choses qu'on faisait pas avant et qu'on fait maintenant. Là, il y a une personne pour un poste de réceptionnaire. Et ben, dans son parcours d'intégration, elle va passer 2 heures en tôlerie, 2 heures en peinture, 2 heures sur notre métier de la location, 2 heures aux pièces détachées. Donc ça, c'est tout organisé. Et en fait, parce qu'on a un métier de passion, encore une fois, et on a envie de transmettre ça. Et on n'est pas à l'abri que cette personne, dans 5-6 ans, elle ait fait le tour de son poste et nous dit, bah voilà, j'ai une appétence avec cet atelier-là, est-ce qu'il y a un problème d'intégration, de formation et voilà, on retombe sur le plan de carrière, et ça, c'est devenu clairement stratégique. Et nous, on a intégré pour le coup quelqu'un qui est responsable des ressources humaines. C'était pas du tout un projet il y a quelques années à peine, et maintenant, on a quelqu'un qui fait ça à 100%. Quelqu'un qui est à 100% voilà, qui a été embauché pour ça. Pas du temps partagé comme des fois ça a commencé comme ça et après on l'a rapidement pérennisé parce qu'on a vu tous les avantages qu'on avait à créer un poste et avoir une personne dédiée à ça. Ouais. Et toi Christophe, tu sais ce que ça représente en recrutement ? Alors nous on a un peu plus de turnover que ça, alors c'est peut-être la taille de l'effectif. Moi je rejoins Pierre sur la part de l'alternance qui était chez nous il y a 4 ans de 7-8%, là qui est aux alentours de 12-13%, parce que plus les gens sont tôt chez nous, plus on peut les former et les accompagner. Si on sait leur proposer un projet, ils restent et ils connaissent déjà l'entreprise, c'est plus facile. Sur différents postes, l'alternance, ça fonctionne ? Partout, ouais. De la mécanique à la vente, au secrétariat, là on en a en ressources humaines aussi, marketing, non, vraiment partout. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est rentré maintenant dans les mœurs de l'entreprise et les partenariats avec les écoles sont de plus en plus présents, donc ça c'est bien. Maintenant, moi, j'ai plus de turnover là-dessus. Alors, on est dans un métier où, par exemple, au niveau des vendeurs, ça inquiète plus, les transformations inquiètent. Donc, non, sur l'entreprise, nous, on recrute, je pense, une 40aine de personnes par an. Entre les départs, les nouveaux postes à créer. Non, c'est plus que ça. Ça a été compliqué pour la catégorie de tous tes vendeurs avec tous les problèmes qu'il y a eu de temps de livraison, de temps de construction avec le Covid qui est passé par là. Est-ce que ça en a essoufflé un petit peu ? Il y a des gens qui sont partis sur d'autres métiers, comme on l'entend dans la restauration. Oui, bien sûr. Les gens qui nous quittent généralement, c'est parce qu'ils sont usés par le métier et ils vont faire autre chose. D'accord. Après, ça a été compliqué. On a même dû modifier nos pay-plans, c'est-à-dire qu'un vendeur était payé normalement à la livraison de la voiture, là où nous, on encaisse l'argent. Donc, c'est là où on est capable de rémunérer. On a dû changer nos pay-plans pour les payer à la commande. Les délais étaient tellement longs que on a conservé une cote par livraison, bien sûr, mais on a modifié les pay-plans pour les rassurer et puis leur maintenir un cadre de rémunération qui soit assez stable. Là, vous êtes rentré dans des délais de livraison classiques ? Pas encore complètement, selon les gammes. On a encore des tensions sur les modèles hybrides notamment, les modèles qui sont en train d'avoir plus d'intérêt, mais on est revenu sur une situation qui permet une activité beaucoup plus correcte, quoi. Ouais. Et toi, Pierre-André, ça a été
le Covid et tout, est-ce que ça a changé des choses Oui, bien sûr. Ça a touché des collaborateurs, tout à fait, Ouais. qui ont accéléré des projets qu'ils avaient en tête. Et effectivement, au lieu de se dire qu'ils allaient prendre des virages d'ici quelques années, ils les ont pris tout de suite. Et Là, on rentre plus dans les 15-20% qui, suite au Covid, les gens ont envie de faire autre chose. ouais, nous, Mais on par était rapport à un- ton on était, métier- on était au-dessous, mais oui, on a eu 2-3 collaborateurs qui ont changé de vie et qu'on n'a pas pu récupérer. Et pour le coup, des bons éléments avec qui on aurait voulu continuer l'histoire. Et on n'a pas réussi à leur apporter ce qu'ils recherchaient dans l'instant, quoi. Le Covid a eu aussi un effet, c'est les gens ont changé de rythme de vie. Et l'entreprise, la situation redevient un peu plus normale. Donc là, on rentre sur un rythme qu'on connaissait avant. Donc cet accompagnement du rythme aussi, il est important. Parce que néanmoins, la productivité reste un élément important de l'entreprise. Et cette productivité, elle doit regagner un niveau qui est un niveau supérieur. Et le temps du Covid nous a appris à vivre avec une relativité du temps qui ne correspond pas tout à fait à la vie de l'entreprise. Donc ça a demandé un peu de temps. Là, c'est revenu dans la norme, mais ça a pris un an et demi. Puis il faut conserver la valeur travail. C'est important dans la relation qu'on a avec les collaborateurs. La notion de productivité, c'est notre métier. Nous, c'est vendre encore une fois notre savoir-faire, notre main-d'œuvre. Et pour le coup, ça nous a un peu perturbé, mais pas tant que ça. Et voilà, nous, le télétravail, on ne connaissait pas ou peu. Les quelques fonctions support qui avaient pu le faire, elles l'ont fait, mais rapidement, au bout de quelques semaines, elles étaient complètement coupées de l'atelier, de l'entreprise, pardon. Donc une entreprise familiale, voilà, elles se sentent vite isolées, donc elles sont vite revenues. Mais la valeur travail est très importante. Nous, on est à 39 heures, on travaille 4 jours et demi, on va dire, à peu près par semaine pour l'atelier, voilà, quasiment. Et nous, ça doit être un des piliers, la valeur travail, pour le coup. Et on souhaite absolument le conserver dans la relation qu'on a avec nos équipes. La journée à 4 jours, c'est des sujets dans vos entreprises? Est-ce que dans le recrutement, on vous pose la question? Parce que Nous, on on l'a eu commence à en fait, en entendre fait. parler. On l'a eu fait. Moi, j'étais pas dans l'entreprise encore quand on est passé en 35 heures. Donc, tu vois, c'est il y a quelques années, quelques nombreuses années. Et pendant très longtemps, on était sur 4 jours. Et en fait, on arrivait à la fin d'un cycle au bout à peine une dizaine d'années. Et en fait, énormément de contraintes de production dans l'atelier, des voitures qui n'étaient pas finies le jeudi soir quand le collaborateur partait. Le lendemain, c'était un autre collaborateur qui reprenait son chantier très compliqué, où il fallait attendre le lundi. Donc des tensions, etc. Et pour le coup, on y est revenu. Donc depuis que moi je suis dans l'entreprise depuis 2015, on a réembauché tout le monde en 5 jours et en 39 heures. Donc là, on en a encore qui sont en 4 jours, parce que c'est des accords historiques, mais très peu, c'est une minorité. Et voilà, moi je crois plus dans notre métier aux 4 jours et demi, on va dire, avec un vendredi après-midi aménagé du mieux possible, qu'un 4 jours. Dans notre métier de service et d'industrie, ça a trop de contraintes. Vous avez une partie commerciale, j'imagine les voitures, il faut en vendre le samedi. Voilà, C'est pas plébiscité par les collaborateurs aujourd'hui. On a vraiment un métier qui est au service du client. Si vous décidez de mettre en place la semaine des 4 jours, vous avez des horaires qui vont être des horaires variables. Et les collaborateurs ont du mal à s'y retrouver. Moi, j'ai certains collègues qui ont essayé. Ils sont revenus en arrière à la demande des collaborateurs. C'est pas encore... notre métier n'est pas encore mûr pour ça. Après, on est évidemment très flexible sur les horaires de travail en fonction des contraintes de chacun, du temps de récupération, tout ça sur des absences un peu spontanées. Et ça, c'est l'ADN des entreprises familiales, justement, c'est d'avoir cette agilité-là. Mais pour le coup, voilà, nous, on n'a pas réussi à imposer dans le temps cette méthode-là. Et la méthode, comme tu dis, nous va bien aussi, et les collaborateurs y trouvent un intérêt. Oui, si c'est pas forcément un sujet dans le recrutement ou dans des collaborateurs. Ça, pas aujourd'hui. Ok. Bon, très bien. Merci de vous être prêté au jeu. On va maintenant continuer avec la séquence « Pris la main dans la tasse ». Jingle. Alors, vous avez une tasse qui est devant vous. Il y a quelques mots dedans. Pas celle où tu bois. Je vais vous demander de piocher un mot au hasard. Et puis, si vous avez envie de nous dire ce que ça vous évoque, vous avez le droit d'échanger. Ou si le mot ne vous plaît pas, vous nous le dites. Vas-y, Pierre, à toi l'honneur. Allez. Inflation. Moi, je suis bien content de t'avoir appris celle-là. J'ai bien compris. C'est un vrai sujet, c'est sûr. Mais tu as le droit de réagir sur son mot. Hein. Nous, l'inflation, voilà, elle concerne à la Toi, fois... en tant que chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, nous, on a 2 sujets. C'est déjà notre politique prix pour nos clients. Comment on répercute tous les frais qu'on subit actuellement. Et puis, c'est le pouvoir d'achat de nos collaborateurs. C'est très important. Ouais. Donc, nous, depuis longtemps déjà, on
on parle beaucoup à nos collaborateurs de pouvoir d'achat. Le salaire, c'est évidemment 90% du pouvoir d'achat et nous, on souhaite mener des actions pour leur apporter du pouvoir d'achat d'une façon un peu différente. Prime de mobilité durable, prime d'assiduité, prime d'été, enfin voilà, on essaie de diversifier un peu les modes de rémunération pour que ça soit virtueux pour eux et que, voilà, qu'ils trouvent un intérêt à travailler chez nous. Et pour le coup, voilà, les discussions avec le CSE sont pas animées, bien au contraire, mais sont stratégiquement très importantes. Et après, voilà, on parlait de la résilience d'une entreprise. Quand on voit que nous, l'énergie nous coûtait 50 000 euros par an et on est passé en 3 mois un budget à 50 000 à 200 000, c'était fou. Et pour le coup, on a su réagir, on a su gérer cette inflation en protégeant nos salariés, parce qu'il n'y a pas eu de départ, au contraire, il y a eu des recrutements, et puis en ayant une politique prix raisonnable aussi pour nos clients. Mais il y a eu, en tout cas, ces crises, enfin ces phénomènes qu'on enchaîne, ça a au moins le mérite de nous bouger et de se poser certaines questions qu'on n'aurait peut-être pas fait si le coût de l'énergie n'avait pas bougé. Voilà, le carburant, par exemple, nous, on a acheté des cartes carburant à nos collaborateurs. Voilà, c'était une façon de répondre présent sur du one-shot, en plus des augmentations générales qu'on a eu fait sur les salaires. L'idée, c'était voilà, d'avoir une boîte à outils qui soit complète et qui puisse voilà, les accompagner tout au long de l'année. Ok. Christophe, tu veux ce mot-là? Non, je suis assez en phase avec ça. Les charges qu'on subit aujourd'hui, ça va être des charges durables. Les frais financiers, les augmentations de salaire et l'accompagnement du pouvoir d'achat, les frais énergétiques. On est rentré dans quelque chose qui c'est pas quelque chose qui va s'éteindre demain. Donc, il faut qu'on trouve des solutions alternatives pour conserver nos collaborateurs et leur assurer un niveau de vie cohérent. C'est de la responsabilité de l'entreprise. Faire en sorte de conserver des services, des prix clients aussi qui soient cohérents, parce que ça fait partie des enjeux et on ne peut pas mettre de l'inflation au-dessus de l'inflation. Donc il faut qu'on soit vraiment dans le marché. Donc non, je partage ça. Ouais. Ok, ouais, surtout qu'on pense qu'on va sortir de l'inflation pas avant fin 2024. D'avoir une inflation maîtrisée. Oui, mais néanmoins, tes charges fixes, tu les auras. Donc, il va falloir quand même qu'on sache les assumer, assurer une rentabilité de l'entreprise pour qu'elle soit pérenne au travers de ces nouveaux paramètres. Qu'est-ce qu'il nous a pris comme mot? Alors, j'ai un truc qui m'inspire pas trop, j'ai exportation-importation. Ah oui. Donc, je travaille plutôt en local, donc je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, si ce n'est que juste un mot quand même sur... peut-être ça m'inspire juste les marchés, puisque là, on rentre sur une dimension qui est une dimension au-delà de la France. On va avoir une concurrence qui va être une concurrence féroce demain, puisque le changement de paradigme automobile, l'arrivée de l'électrique, fait qu'on s'ouvre sur des pays qui sont déjà en avance là-dessus, qui sont les pays asiatiques. J'étais il n'y a pas plus de 8 jours en convention, et on m'a présenté un tableau de marques où il y avait 50 marques sur un tableau. Sur 50 marques, j'en connaissais 3. Donc en fait, on est préservé par un vieux marché. Ce vieux marché, il va se casser et dans les 10 années à venir, on va voir de nombreux acteurs qui vont arriver avec des nouvelles solutions de mobilité. Et alors, ça peut faire peur. Par contre, de notre côté, moi, j'y vois aussi des opportunités parce que ces gens-là, on ne les connaît pas. Donc, il va falloir qu'ils distribuent leurs véhicules en France avec des nouvelles manières, donc ils sont capables de nous apporter quelque chose dans un marché où le client, il va peut-être être attentif ou avoir une appétence particulière pour ça. Donc, on a aussi des opportunités qui vont arriver. Donc, c'est assez intéressant. Après, on parlait de la voiture électrique, import-export, il y a les batteries, d'où elles viennent. Ça, c'est un sujet aussi. Il y a les terres rares, il y a la pérennité, le retraitement. Les batteries. Souvent, les questions qu'on nous pose aussi, c'est qu'est-ce qu'on va faire des batteries? Est-ce que reste vraiment un véhicule propre? Mais les batteries, elles vont avoir une deuxième vie. La propriété de la batterie, elle est importante pour nous parce qu'au-delà même du gain de poids qu'on peut avoir dans une voiture quand on va la propulser et qu'on va la mettre en circulation, demain, notre capacité à stocker le courant aujourd'hui sur le territoire, elle n'est pas bonne. Donc on peut imaginer que les voitures rendront peut-être de l'électricité à la maison demain. C'est des échanges qui seront possibles. On peut imaginer aussi une voiture qui sera détruite parce qu'elle a eu un accident ou parce qu'elle est trop vieille ou elle n'a plus le rendement nécessaire, les batteries seront démontées, serviront peut-être d'outils de stockage. Donc, je pense qu'il y aura peu de recyclage de batteries. Par contre, des utilisations multiples des batteries, il va y en avoir et des opportunités. Avec ça, il y en aura aussi. Il va falloir les stocker. Ça va être un problème à un moment de toutes ces batteries qui vont arriver et où est-ce qu'on va les stocker une fois qu'elles seront plus utilisées ou si elles ont une capacité à stocker du courant, elles auront du sens. Donc après, là, par contre, on peut créer des unités de stockage. Tout est à créer, toute la filière. Là. Vous changez des batteries déjà? C'est des métiers que vous avez déjà? On les répare aussi. Vous les réparez aussi? Ça se répare?
On a différents agréments quand on touche à une batterie. C'est-à-dire qu'il y a différents agréments. Le premier, c'est le fait de pouvoir isoler le véhicule pour le mettre en sécurité. Le deuxième, c'est de pouvoir remplacer la batterie. Et le troisième, c'est la capacité à ouvrir une batterie pour pouvoir agir sur les modules qui sont à l'intérieur, les remplacer et les réparer. Alors, on ne répare pas les modules, mais on répare les faisceaux. Donc, on est déjà à ce niveau-là de compétence chez nous. Et ça demande des locaux appropriés parce qu'on est sur des choses... on n'est pas sur le garage à l'ancienne où il y avait de l'huile. Des outils spécifiques, évidemment, et puis des zones de travail spécifiques. Nous, pareil, on est un des premiers établissements indépendants à avoir un collaborateur agréé avec le niveau de maximum. Pour le coup, on ne va pas en réparer toutes les semaines pour l'instant, mais on a besoin d'avoir cette veille sur ce métier-là, c'est clair. Ouais. Non, c'est des nouveaux métiers, donc c'est des espaces dédiés. Mais ça pose d'autres questions, parce que c'est... moi, je l'ai vu cette année où on a eu quand même des épisodes de grosse chaleur dans les ateliers. Les ateliers, même s'ils sont isolés, ça reste des environnements qui ne sont pas climatisés. Et quand vous avez un collaborateur qui travaille l'été avec une combinaison isolante et qui doit travailler sur des batteries, oui, on se pose. Il y a d'autres questions de bien-être du salarié qui viennent en cause. Donc, ouais, ça change pas mal l'environnement. C'est des petites choses. Mais on a dû former les personnels de ménage à respecter les zones de quarantaine pour les véhicules électriques. Donc on a plein de choses nouvelles qui arrivent dans nos métiers qu'on ne connaissait pas avant. Parce que vos locaux, tous les deux, ils sont encore plus récents. Brifo, 2006, j'ai l'impression que c'était même plus récent. Mais il faut déjà constamment les adapter, les reconstruire. Il faut, tu me disais... Là, un peu tout. Les deux. Ouais. En général, les deux. En tout cas, si derrière vous adaptez, que c'est un peu plus vertueux, tout le monde a gagné. C'est ça. Bon, tu vois, finalement, tu étais quand même inspiré sur ce mot. Hein ? Sur ce mot. Oui, mais je suis allé chercher la réponse qui m'intéressait. C'est le but. Et puis, on est libre d'échanger comme on veut. On va continuer dans ce sens et on va voir les projets du moment. Jingle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet du moment de l'année ou quelles sont vos actus ? Qui a envie de commencer ? Comme je veux. Actu commerce ou actu d'organisation ou Non, d'entreprise ? plutôt toi, ton projet d'entreprise. Alors au niveau de l'entreprise, si nous on travaille une grosse annonce à nous faire sur une voiture. Non, franchement non. Et puis je suis pas là pour ça. Le projet principal, il est autour de... Moi, c'est vraiment autour du digital. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment deux axes. C'est-à-dire que les demandes et la consultation des clients sur le digital est de plus en plus forte. Donc, il faut qu'on puisse, nous, mieux les accueillir, mieux traiter les demandes qui sont faites entrantes et toujours avec plus de réactivité parce que le client qui fait une demande sur Internet, il va falloir lui répondre de suite. Donc, pour ça, on a réorganisé notre cellule marketing. On a créé une cellule de call center. On a créé un call center qui nous permet de... Sur Valence ? Oui, qui nous permet de centraliser les demandes et de pouvoir les redonner aux forces de vente de manière qualifiée. Donc on a cette donnée-là qui est une donnée importante et on travaille en même temps la dématérialisation des dossiers puisque l'ère du papier, elle est finie. Donc on est en train de regarder comment on peut essayer de digitaliser un maximum nos services pour plus de fluidité, pour plus de responsabilité. Donc c'est les deux dossiers qu'on travaille vraiment en ce moment. Tu as travaillé l'expérience client au passage ? Alors l'expérience client, elle est en nous déjà. D'accord ? Par contre, effectivement, on doit la travailler toujours plus, mais pour ça, c'est une politique d'entreprise. Donc, effectivement, on est en train de réfléchir à rajouter une brique à notre cellule marketing pour avoir une brique d'expérience client et nommer des ambassadeurs clients au sein des sites pour faire remonter et améliorer le ressenti du client. C'est vraiment ça doit faire partie, comme la RSE, ça doit faire partie d'une imprégnation de l'entreprise. L'ADN. Ouais, de plus en plus. Et il nous faut aller chercher des exemples ailleurs parce qu'on est trop dans notre métier et je pense que beaucoup de secteurs d'activité sont en avance sur nous. PA, un projet. Ouais, deux. Le premier, il est dans la continuité. Nous, on s'inspire beaucoup du monde industriel pour gérer nos flux dans l'atelier.
Et c'est nouveau pour nous. C'est un projet qu'on a lancé il y a quelques mois et qu'on a envie de finir assez rapidement, voilà, d'ici quelques mois aussi. Et c'est revoir toute la gestion des flux en interne. Donc ça va être tout ce qui est Lean Management, 5S, vraiment des codes industriels qui sont pour des grosses structures. Et on va chercher ça justement pour avoir une croissance organique, une meilleure qualité des réparations, une meilleure gestion des non-conformités, voilà, une meilleure responsabilisation des collaborateurs. Et c'est passionnant, c'est un métier qu'on ne connaissait pas, c'est une approche qu'on ne connaissait pas, qu'on a découverte et qu'on doit maintenant transmettre à nos collaborateurs pour qu'ils se l'approprient et qu'ils la fassent vivre. Donc c'est super intéressant, beaucoup de management visuel, etc. etc. Et pour le coup, ça, ces choses-là, voilà, on va les chercher dans l'industrie pure, que ce soit des chaînes de production, de machines à laver ou de n'importe quoi. On va chercher ces codes-là et on souhaite les adapter à notre métier. Il y a des gens qui vous accompagnent ou Bien sûr. vous allez vous former à ça? Beaucoup la BPI. La BPI nous a beaucoup aidé. En fait, ce travail-là, il résulte d'un audit. On avait 2 sujets qu'on a travaillé avec eux, la gouvernance, donc entreprise familiale, c'était génial, passionnant, et ça nous a beaucoup aidé. Et le deuxième, vraiment la gestion des flux en atelier. Donc on est en plein dedans, et pour le coup, c'est vraiment une culture d'entreprise qu'on doit diffuser. Et le deuxième projet qui est en train de se concrétiser, là, le permis de construire a été validé. On monte pareil des ombrières photovoltaïques à la carrosserie, Sur la partie arrière. sur la partie arrière. Et l'enjeu, c'est qu'on récupère l'eau de pluie et qu'on va recycler. On va essayer de travailler en circuit fermé pour alimenter notre lavage de véhicules. On sait très bien qu'on ne pourra pas laver autant de véhicules qu'avant, c'est évident. L'idée, c'est de les laver différemment. Et l'eau qui sera utilisée, l'idée, c'est qu'on puisse travailler avec de l'eau qu'on a récupérée. L'eau de récupérer du bâtiment et des Que des ombrières. Que des ombrières. Ouais. Et cette production d'électricité, elle va servir à quoi? À alimenter notre entreprise pour 2 tiers et après faire un peu de vente au surplus le week-end quand on ne travaille pas. Et Christophe, tu disais que tu as aussi installé pas mal de toitures photovoltaïques, de Alors, c'est pas panneaux. des toitures, c'est compliqué pour nous d'installer des toitures parce qu'on Pareil. doit répondre à des normes ateliers, et comme on a du carburant à l'intérieur des ateliers, le SDIS nous demande des installations qui dépositionnent le modèle économique du panneau photovoltaïque. Donc du coup, on travaille sur des ombrières. Et les ombrières, c'est ça. C'est-à-dire quand vous mettez un parc d'ombrières, vous allez consommer à peu près 75%. Vous allez autant consommer à peu près 75%. Et les 25% sont reversés au réseau en énergie verte. Donc on est rémunéré pour ça. D'accord. Ça servira jamais à recharger des voitures? Si, pour, ça sert- pour ça des sert gens à ça. extérieurs? Ça sert à ça, Qui viennent. puisque l'entreprise pompe le courant, elle est redistribuée, et puis l'entreprise met à disposition des bornes. Donc, en fait, le réseau après va se redistribuer, mais en tout cas, tu l'orientes pas. On Ouais. l'utilise vraiment pour notre activité. Mhm. Ok. D'autres projets? C'est déjà D'autres pas mal. actus? Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Affaire à suivre, alors. Maintenant, j'aimerais savoir ce qui vous a fait investir ici plutôt qu'ailleurs. Jingle. Alors, pourquoi ici et pas ailleurs? Parce qu'on est Ouais. bien ici. Déjà parce que l'entreprise, elle était ici depuis quelques années. C'est déjà une bonne raison. Et puis, moi personnellement, je suis né ici. Et j'ai eu l'opportunité d'aller voir d'autres lieux pour mes études ou mes premières expériences. Mais après, voilà. Tu aurais pu aller travailler ailleurs? J'avais pas l'ambition de travailler dans l'entreprise familiale. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et j'ai passé toutes mes vacances, etc. Je travaillais dans le garage. Mais je n'avais pas forcément fait de plan. Je savais que j'aurais forcément un lien, mais j'aurais pensé un peu plus tard que prévu. Ouais. Tout à fait. Et reprendre, Christophe, on va voir, tu t'es un peu étalé sur le territoire du département Andhra-Pradesh. C'est Et- local. C'est local, oui, tout à fait. Et t'as jamais eu l'opportunité ou tu t'es jamais posé la question de dire je vais reprendre une carrosserie même plus loin sur d'autres territoires? Si, parce que déjà, nous, notre zone de chalandise, elle est réduite quand on est réparateur. Un client, il ne va pas faire 1h30 de route pour venir changer ses pneus chez nous. Donc nous, notre zone de chalandise, c'est une vingtaine de minutes autour de notre site. Donc oui, l'idée, ça devrait aboutir d'ici quelques temps, 2024-2025, ça serait de dupliquer ce modèle-là, mais en restant sur le territoire. Dromardèche, on n'a pas l'ambition d'aller plus loin. Ok. Christophe, Pareil. tu es déjà sur pas Notre mal genèse, elle de est villes. ici, donc notre cœur, il est à Valence. Donc Ouais. on a rayonné depuis Valence. Après,
Moi, ce qui me limite à investir sur d'autres territoires ou plus loin, c'est ma capacité à rester une entreprise. C'est ma capacité à gérer l'entreprise, en fait. Parce que je m'estime bon quand je vois mes collaborateurs, que j'ai une capacité à me déplacer, et si je garde un contact avec mes collaborateurs, l'éloignement, je pense que je ne serais pas capable d'avoir la même efficacité ou d'assurer la même vision de mon entreprise ou avoir le même plaisir à travailler avec des entreprises loin. Donc je ne l'ai pas fait principalement à cause de ça. Tu veux garder ton identité locale? Ce n'est pas l'identité locale, c'est juste la capacité à conserver l'entreprise comme je l'aime, et je pense que ma capacité de management ou de direction sur quelque chose qui serait éloigné me plairait moins, et c'est quelque chose où je serais moins bon. Enfin, j'ai moins envie de ça. Parce qu'on regarde dans le groupe auto, surtout tes collègues concessionnaires sur Valence, ils sont tous sur le territoire un peu étalés. Oui, ce sont des grands groupes. C'est des groupes qui font 10, 15, 100 fois plus gros que nous. Ouais. Mais après, il faut la capacité à diriger une entreprise comme ça. Il faut avoir la vision, il faut savoir avoir la volonté peut-être d'être très financier et puis d'être loin de ses collaborateurs. C'est pas mon envie. C'est pas un axe de développement que tu auras dans le futur? Non, et de moins en moins. Okay. Déjà sur le territoire, tu es déjà pas mal équipé? Oui, on couvre bien le territoire d'Ordardèche, mais c'est vrai qu'on maîtrise bien notre périmètre. C'est une région qu'on connaît, c'est des villes qu'on connaît, c'est des collaborateurs que je connais. C'est la manière dont j'aime mon métier. D'autres concessions à venir sur le territoire, comme Pierre-André nous le disait? Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a plein d'acteurs qui vont arriver. Donc effectivement, on est à l'écoute des opportunités, et des opportunités même qui feront qu'on existera encore demain, parce que une entreprise, même si elle a 100 ans, elle subit le moment. Donc on peut croire qu'une entreprise est costaud, mais il n'y a aucune entreprise qui est forte. Elle doit s'adapter. Donc oui, on sera opportuniste. Ouais. Et puis on voit en ce moment que le côté financement, on n'en a pas parlé. On ne peut pas parler de tout, mais c'est un vrai sujet. Justement, maintenant on va continuer de parler investissement avec la question à 100K. Après 1 million, 100K. Jingle. Si vous aviez 100K pour créer une start-up dans le but de répondre à une contrainte que vous rencontrez dans votre métier ou autre, de quoi s'agirait-il? Je suis plus à 1 million. Tu cherches des idées là? Ouais. J'en ai déjà pris pas mal avec des invités qui sont venus. Il y a de belles idées, mais est-ce que... c'est compliqué ça comme question, parce que si on est franchement, on a plaisir à investir, c'est notre métier, et le métier d'entrepreneuriat, il est là. Donc si j'avais de bonnes idées, je n'aurais pas attendu ta question, franchement. Après... Si je te donne quelque chose un peu idéaliste, qui pourrait aider peut-être ton métier sur une start-up? C'est le côté passion de notre métier, moi, qu'on veut protéger. Donc voilà, tout ce côté rallye, passion auto, course auto, etc. Quoi faire, je sais pas, mais on veut pas que cet élément-là il soit plus dans notre ADN. Donc aujourd'hui, on cherche des solutions pour que ça soit aligné avec le métier de demain, avec le monde de demain, mais on veut pas faire une croix dessus. Après, demain, une start-up, et moi, ça serait revaloriser 100% de nos déchets. Aujourd'hui, nous, les déchets de peinture, des éléments souillés, voilà, les filtres à huile, filtres à carburant, etc., où il y a des filières qui font déjà des belles choses. Il y a des choses qu'il faut aller chercher, mais pour le coup, se dire que 100% des déchets qu'on crée ont une deuxième vie, sont revalorisés et servent à quelque chose, au lieu d'être enfouis ou incinérés, ça ferait du bien quand même. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà de solutions. Par contre, pour que ça soit 100%, on n'y est pas encore. Ouais. Mais ça peut être un début déjà, 100K. Ça nous aiderait. On s'appelle après, du coup? Ouais, sans problème. Christophe? Non, moi, franchement, j'ai pas spécialement d'idée pour ça. Je trouve que... la digitalisation, tu disais que tu es en train de digitaliser un peu ton... Oui, c'est des investissements qui sont dans la logique de l'entreprise, si tu veux. Moi, je vois ça comme une enveloppe qui tombe du ciel et puis qui me permettrait de faire autre chose ou qui permettrait d'éveiller autre chose. Non, moi, je trouve que des idées, on en a. Je le vois au travers de Reda, quand on peut accompagner, qui est un joli réseau, où on vient nous proposer des projets qui sont vraiment des projets innovants. Non, moi, j'ai tendance à dire, on est dans des situations qui sont plutôt des situations, même si elles sont risquées, moi, je m'estime confortable.
Donc, je dis, moi, si j'ai 100 cas, c'est juste pour me donner du temps pour essayer d'en faire et d'expérience ou d'accompagner les autres. D'aller Mais plus loin. si les gens ont des bonnes idées et des idées que j'ai pas aujourd'hui, bien sûr qu'on sera bienveillant et moi, j'aurais plutôt tendance à les distribuer pour les bonnes idées. Oui, au travers des gens comme Reda. Ouais, Par ce qui est un réseau Ouais. que j'adore. Hein. C'est une bonne idée aussi. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver 100 cas. Déjà 1 million, il faut que je vous les donne. Mais pour l'heure, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle. De nouveaux invités vont bientôt passer boire le café. Qui est-ce que vous aimeriez bien voir à votre place? Des idées? Vivant, mort? On ne m'a jamais posé la question. Moi, je me trouve que chaque rencontre, on se nourrit vraiment. Donc, avoir des hommes exceptionnels pour pouvoir les inviter à boire le café, ah ouais, moi, j'aimerais ça. Mais bon, après, ils ne viendront pas à Valence. Mais, Pourquoi pas? mais des personnes qui ont été inspirantes, des gens comme des grands dirigeants comme Mandela, des innovateurs comme... alors, Musk, moi, je suis moins fan de la personne, mais des gens comme Jobs, des gens comme... moi, je trouve ça vraiment très inspirant. Après, non, moi j'aurais tendance à inviter des artistes parce que je trouve toujours qu'un artiste, il a une vision des choses un petit peu décalée par rapport à nous qui sommes assez capitalistiques ou assez commerçants. Donc, On devrait s'inspirer plus de ces gens-là dans nos entreprises? Je pense, ouais. Je pense que on a besoin de se confronter à des raisonnements qui sont vraiment des raisonnements loin de nous pour pouvoir nous ouvrir l'esprit. Donc, non, tu pourrais inviter n'importe qui, je serais content. Je te fais confiance en plus. T'invites des gens bien. Ouais, pareil, je suis pas. Tu me prends un peu de cours. Moi, le milieu du sport, j'adore. Sport collectif, c'est un peu d'actualité en plus. Donc, c'est vrai que échanger avec ces personnes-là, on l'a déjà fait, c'est super intéressant. Ouais. Tu as des noms à me donner? Je voudrais inviter l'arbitre de rugby. Comment il s'appelle, l'arbitre de rugby dimanche? Je crois qu'il est en Thalasso, là, en Afrique du Sud. Non, je veux pas. Le rugby, moi, c'est un sport que j'aime beaucoup. Donc là, c'est évidemment d'actualité, donc c'est facile. Mais après, Dupont, par ce quoi il est passé en ce moment, sa reprise, finalement, vivre la défaite, etc., rebondir à l'âge qu'il a, c'est quand même des sacrés personnages. Ouais, écoute, on peut lui demander. Ouais. Sur la fin du mois, du coup, ils vont avoir un peu de temps. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci. Je vous ai parlé de vos 2 points communs. Le troisième, je ne sais plus ce que c'était. C'était pas la taille, hein, parce que je crois que vous ne faites pas la même taille, mais on en a déjà trouvé 2. Ouais. En tout cas, merci pour ces bons échanges, ces bonnes phrases que vous m'avez données. Cette pause café, elle va toucher à sa fin. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Je sais que l'exercice n'est pas tout le temps facile et ça peut faire peur. Il y a un petit peu de matos et un peu des gens qui nous écoutent. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous faites, que vous puissiez réaliser tous vos projets. Restez sur le territoire. Vous nous tenez bien sûr au courant. Et puis moi, je donne rendez-vous à tout le monde pour une prochaine émission. Merci. Jingle. Merci beaucoup.